Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet complexe et essentiel, le lien entre la santé et la prostitution. Et pour ça, on va s'appuyer sur les conclusions d'une étude française vraiment marquante. Tout part une question simple, mais tellement lourde de sens, posée par une des participantes. C'est quand que je vais aller bien? Et cette question, elle est vraiment au centre de toute la démarche qu'on va explorer. Parce que pour répondre à une question pareille, les statistiques froides, ça ne suffit pas. Il fallait une autre approche, il fallait écouter. Et c'est précisément le pari qu'a fait l'étude Aspire. Alors, l'étude Aspire, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce qui la rend si particulière, c'est son approche. On parle ici de recherche participative, c'est-à-dire qu'elle a été menée avec les personnes concernées. L'objectif, il est simple, mais tellement fondamental, comprendre pour mieux soigner. Et le premier grand enseignement de cette étude, il est brutal, il est sans appel. Toute la crise sanitaire vécue par ces personnes, en fait, elle prend racine dans une seule et même chose, une violence absolument omniprésente. Regardez bien ce chiffre, 95%. Non, non, ce n'est pas une erreur. C'est juste hallucinant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la quasi-totalité des personnes qui ont témoigné, la violence, elle n'a pas débuté avec la prostitution. Elle était là bien avant. C'est une constante dans leur parcours de vie. Et quand on parle de violence, il ne s'agit pas d'actes isolés, d'incidents de parcours. Non. L'étude parle d'un véritable continuum de violence, des traumatismes d'une gravité extrême qui s'enchaînent et qui marquent une existence, souvent bien avant l'entrée dans le système prostitutionnel. Et cette violence, une fois dans le système, elle vient de partout, elle est systémique. En gros, il y a deux fronts. D'un côté, les proxénètes, avec un contrôle matériel, économique, psychologique. Et de l'autre, les clients, avec des agressions directes. Les chiffres, ils sont là, ils sont éloquents. 65% agressés par leurs proxénètes, 85% forcés à des actes non voulus par des clients. C'est un étau qui se resserre. Écoutez ce que dit Rennes. C'est très dangereux, tu risques ta vie. C'est 50-50. 50-50. Chaque rencontre, c'est comme jouer sa vie à pile ou face. Il faut imaginer un peu la charge mentale, le stress permanent, la peur. C'est une réalité qui glace le sang. Toute cette violence, évidemment, elle laisse des traces. Et les cicatrices les plus profondes, eh bien souvent on ne les voit pas. C'est là qu'on aborde le deuxième grand volet de l'étude, une crise de santé mentale, d'une ampleur qu'on peine à imaginer. Pour bien se rendre compte, regardons les chiffres du trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT. Dans la population générale, on est entre 5 et 12%, d'accord? Maintenant, chez les personnes de l'étude Aspire, on passe à 72%. 72%. Le fossé n'est pas grand, il est abyssal. Et encore, le TSPT, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si on regarde plus loin, on voit que plus de la moitié des personnes présentent un risque de dépression. Près des 2/3 ont un sommeil complètement perturbé. Quand on met tout ça bout à bout, ça dessine le portrait d'une détresse psychologique généralisée et extrême. Vous êtes comme une tasse brisée, vous ne pouvez pas revenir à votre vie d'avant. Cette phrase, elle dit tout, non? Cette idée d'être cassé, brisé de l'intérieur, de façon irréversible. Que la vie d'avant, elle n'existe tout simplement plus. C'est la définition même du traumatisme, exprimée avec des mots d'une justesse terrible. L'étude va même plus loin et met un nom sur un phénomène psychologique assez fou. L'anesthésie traumatique. C'est quoi ça? C'est un peu comme si le cerveau, pour survivre à l'insupportable, appuyait sur un interrupteur et se déconnectait du corps. On ne sent plus rien. Sauf que le corps, lui, il n'oublie pas. Et toute cette douleur mise de côté, elle ressurgit, parfois des années plus tard. C'est une véritable bombe à retardement. Alors, face à ce tableau, qui est quand même très sombre, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment aller bien, pour reprendre la question du début? C'est tout l'enjeu de la troisième partie de l'étude. Le long et très difficile chemin vers la guérison. Et là, l'étude met le doigt sur un paradoxe terrible, une sorte de cercle vicieux. Pour aller mieux, pour retrouver la santé, il faut sortir de la prostitution. Logique. Sauf que, pour avoir la force de sortir, il faut déjà aller mieux. C'est l'œuf ou la poule. Et le vrai défi, c'est de réussir à briser ce cycle infernal. Alors, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est si dur de briser ce cycle? Eh bien, l'étude dresse la liste d'une montagne d'obstacles. Il y a les obstacles très concrets, administratifs, les papiers, le logement. Et puis, il y a les obstacles invisibles, psychologiques, la honte, la peur, le poids du traumatisme. Et le pire, c'est que tout ça s'additionne. Chaque obstacle en renforce un autre. Ça finit par construire un mur qui semble infranchissable. Et pour escalader ce mur, il faut y aller étape
par étape. L'étude montre bien qu'il y a une sorte de hiérarchie des besoins. On doit commencer par les fondations. La base de tout, c'est la sécurité. Un toit, des papiers en règle. Tant que ça, ce n'est pas acquis, c'est même pas la peine de penser à la suite, que ce soit une formation, un travail, et encore moins le long travail de guérison psychologique. Et ce témoignage d'Elena, il est terrible. Nous sommes des femmes mystères. Il n'y a aucune formation sur nous. C'est un constat d'échec en fait. Un échec de tout un système. Les professionnels, que ce soit dans la santé ou le social, ne sont tout simplement pas formés pour comprendre ces parcours de vie si complexes. Résultat, les personnes se retrouvent seules face à un mur d'incompréhension. Bon, le constat est lourd, on l'a vu, mais le grand intérêt de cette étude, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Elle ne se contente pas de décrire, elle propose. Elle dessine une feuille de route. Et ça, c'est la dernière partie qu'on va aborder, les solutions, le plan pour le changement. Et ce plan, il se joue sur plusieurs terrains en même temps. Il faut une action coordonnée. D'abord, bien sûr, au niveau de la santé. Il faut former les soignants, créer des services qui sont vraiment adaptés. Ensuite, au niveau de l'État, c'est à lui de garantir l'accès au logement, au papier. Et puis, il y a le niveau de la société. Il faut changer le regard, arrêter de banaliser et mettre les responsabilités là où elles sont. Parce que la question de la responsabilité, elle est centrale. Cette phrase le dit très clairement. Il faut faire beaucoup plus contre les proxénètes et les clients. Ce sont eux les responsables. L'étude est sans ambiguïté là-dessus. Il faut s'attaquer à la racine du système. Il est important de rappeler que tout ce qu'on vient de voir, ça ne sort pas de nulle part. C'est le fruit d'une recherche très sérieuse menée par le Mouvement du Nid, mais aussi avec l'INSERM et Sorbonne Université. C'est du solide, c'est documenté, c'est rigoureux. Alors pour finir, cette étude, elle nous met face à nos responsabilités collectives. Elle a fait le travail de diagnostic, elle a même dessiné une feuille de route très claire pour la guérison. Mais maintenant, la question reste entière. Qui va construire cette route? Qui va s'assurer que ce chemin existe pour de vrai?